C'était le crime qui a brisé l'innocence de l'Amérique. Une ascension silencieuse par la fenêtre d'une chambre d'enfant, un bébé disparu et une nation saisie par la peur. Dans l'ombre de son plus grand héros, l'impensable s'est produit. Ce n'était pas simplement un enlèvement, c'était le moment où le rêve américain a découvert qu'il pouvait saigner. Le vent mordait à travers les arbres ce soir de mars 1932, rugissant autour des bords du domaine des Lindbergh comme un murmure d'un malheur imminent. Dans la grande maison silencieuse, au sommet d'une colline isolée près de Hopewell, dans le New Jersey, un calme étrange s'était installé, trop complet, trop inquiétant. En bas de la fenêtre de la nurserie, juste hors de vue sur la pelouse enneigée, une échelle de bois grossière était appuyée contre la maison, un barreau déjà fendu. Au-dessus, derrière des rideaux tirés, Charles Augustus Lindbergh Jr., 20 mois, cheveux blonds, yeux grands ouverts, le fils du héros le plus vénéré d'Amérique, dormait dans son berceau. On l'appelait l'Aiglon, un symbole de la nation, enveloppé dans l'innocence et les langes. Son père, Charles Lindbergh, avait conquis l'Atlantique 5 ans plus tôt, dieu solitaire dans le cockpit du Spirit of St. Louis. Louis. Il était passé de l'anonymat au mythe en un seul vol. Son mariage avec Anne Morrow, écrivaine élégante et intelligente issue d'une famille prestigieuse, les avait transformés en couple doré de l'Amérique. Ils n'étaient là pas simplement admirés, ils étaient révérés. Et leur enfant aussi. Pour le public, ce bébé n'était pas simplement un enfant, il était un héritage, un talisman vivant de grandeur, enveloppé de privilèges et observé de loin par des millions de personnes. Mais à l'intérieur de la maison, cette nuit-là, le prestige ne suffisait pas à réchauffer le froid qui s'insinuait dans la chambre d'enfant. Vers 22h, Betty Gow, la nourrice écossaise employée par les Lindbergh, marcha doucement dans le couloir pour vérifier l'enfant. Elle ouvrit la porte et se figea. Le berceau était vide. La couverture douce était froissée, mais intacte. L'oreiller n'avait pas bougé. La fenêtre était ouverte, les volets claquant dans le froid. Sur le rebord, une étrange enveloppe reposait, intacte, scellée, sinistrement anonyme. Elle hurla. La panique se propagea dans la maison comme une fumée noire. Charles Lindbergh lui-même parcourut la propriété, fusil en main, hurlant dans la nuit. Le personnel du domaine, les voisins, puis la police commencèrent à ratisser les lieux. Et quelqu'un trouva une échelle artisanale abandonnée en bordure de la propriété, brisée à un endroit, les barreaux sales et éclatés. Un ravisseur était venu et reparti, silencieusement, efficacement, ne laissant derrière lui que la précision glaciale d'un vol planifié. Peu après, la lettre fut ouverte. L'écriture était grossière, au ton germanique. Les mots mal orthographiés, les lettres étrangement capitalisées. Mais le message était clair. Une rançon de $50 000 était exigée avec des instructions à suivre. Et une signature, 3 cercles entrelacés, lui donnait une allure cryptique, comme si ce n'était pas qu'une demande, mais le symbole de quelque chose de plus sombre, de plus organisé. Les médias se ruèrent en frénésie. Les stations de radio interrompirent leurs programmes, les journaux publièrent des éditions spéciales à l'heure. Les gens se rassemblèrent dans les rues, en silence tendu, lisant les titres, s'interrogeant à voix haute. L'enfant des Lindbergh avait été enlevé, à eux, à l'Amérique. C'était l'impensable, commis non pas contre une famille, mais contre un rêve national. Les spéculations s'emballèrent. Était-ce un coup de la mafia? Une vengeance personnelle? Un message politique? Ou bien, dans un retournement cruel, les Lindbergh avaient-ils eux-mêmes mis en scène l'enlèvement? Anne Lindbergh, spectrale de chagrin, fut gardée à l'abri du chaos. Charles, toujours héros, se transforma en armée à lui seul, dirigeant l'enquête, interrogeant les suspects, suivant les pistes. Mais même lui, l'aviateur devenu détective, restait impuissant face à une cruauté aussi calculée. Le FBI,
encore jeune, fut appelé. J. Edgar Hoover prit l'affaire en main. Criminologues, autorités locales, même des médiums se mirent à graviter autour du dossier comme des papillons de nuit attirés par une flamme. Tout le monde voulait résoudre l'affaire. Tout le monde voulait se l'approprier. Mais l'enfant, lui, s'était évaporé dans l'ombre. Les semaines devinrent des mois. Les lettres de rançon continuaient d'arriver, chaque fois plus audacieuses. Les instructions étaient vagues. Des échanges furent organisés, des pistes fausses suivies. Les Lindbergh se plièrent à toutes les demandes. Charles rencontra même un homme se prétendant intermédiaire, connu seulement sous le nom de John. Le paiement fut organisé, les billets marqués par numéro de série. Un soir pluvieux d'avril, l'argent changea de main. 50 000 $, une somme astronomique en pleine Grande Dépression. Mais il n'y eut pas d'enfant, seulement le silence. La fascination publique vira à la rage. Les journaux changèrent de ton, de l'adoration à la suspicion. Certains se demandèrent s'il avait vraiment tout tenté, d'autres si sa célébrité ne l'avait pas aveuglé au danger. Des murmures s'élevaient aussi sur l'état mental d'Anne, son isolement, la culpabilité qui fleurissait comme un hématome. Puis, en mai, un chauffeur routier s'arrêta au bord de la route, à 2 miles du domaine. Une odeur nauséabonde flottait dans l'air, de la pourriture et de la terre humide. Il alla voir. Ce qu'il trouva était petit, trop petit. Un cadavre d'enfant, enterré à la hâte dans les broussailles, partiellement exhumé par les éléments. Le crâne était fracturé, les membres tordus, le visage méconnaissable, et pourtant, sans équivoque. L'enfant n'avait jamais été destiné à revenir. L'autopsie révéla plus tard qu'il était mort la nuit même de son enlèvement, tué d'un coup, peut-être dans la panique, ou peut-être selon un plan précis. La rançon n'était qu'une illusion, une plaisanterie cruelle, une manipulation dansée à travers des semaines de chagrin et d'espoir, uniquement pour prolonger l'agonie. La nation pleura, puis elle gronda. L'enlèvement du bébé Lindbergh ne fut pas seulement un crime, ce fut une rupture dans le rêve américain. Cela prouva que personne, pas même les dieux des airs, n'était à l'abri des ténèbres qui rampent par les fenêtres des nurseries. Cela changea la manière dont les Américains voyaient leurs héros. Cela changea leur conception de la sécurité. Le FBI gagna en influence. Les lois anti-enlèvement furent réformées. La rançon devint un crime fédéral. Les babyphones commencèrent à se vendre, mais plus profondément, l'affaire Lindbergh planta ses racines dans la psyché américaine. Elle devint plus qu'un meurtre. Elle devint l'histoire, celle que tout le monde connaissait, celle à laquelle chaque futur crime ferait écho. En l'absence de l'enfant, un symbole naquit, et ce symbole, à la fois martyr et avertissement, demeure. Mais l'histoire ne s'arrêta pas. Elle se transforma en paranoïa, en obsession. Les enquêteurs suivirent chaque piste, traquèrent chaque billet marqué. Et lentement, méthodiquement, une trace apparut. Des billets dépensés à des stations-service, déposés dans des banques. Tous les signes pointaient vers le Bronx. Un immigrant allemand, charpentier nommé Bruno Richard Hauptmann, fut arrêté en septembre 1934. Dans son garage, les enquêteurs trouvèrent une grande partie de la rançon cachée dans un mur. Des outils correspondant à la fabrication de l'échelle utilisée. Une écriture étrangement similaire à celle des lettres de rançon. Les médias explosèrent à nouveau. Les titres hurlèrent en noir et blanc. Le monstre est trouvé. Hauptmann clama son innocence, affirmant qu'un ami lui avait laissé l'argent. Mais il était étranger, pauvre, avec un passé judiciaire. Dans l'esprit américain, cela suffisait. Le procès débuta en janvier 1935, dans un petit tribunal à Flemington, New Jersey, rempli jusqu'à étouffement de journalistes, de fonctionnaires et de curieux. C'était autant un théâtre qu'un procès. On chuchotait que ce n'était pas un jugement. C'était une vengeance, une tentative de restaurer le rêve.
Et tandis que le procès se déroulait, les Américains restaient à l'écoute de leur radio, le soir venu, les yeux grands ouverts, le cœur battant, non pas comme lorsqu'ils avaient écouté le vol de Lindbergh au-dessus de l'Atlantique, mais cette fois à travers des cieux bien plus sombres. L'enlèvement du bébé Lindbergh a gravé une cicatrice profonde dans la psyché culturelle de l'Amérique, brisant l'illusion d'une innocence intouchable qui entourait à la fois la célébrité et la cellule familiale. Dans les années 1930, Charles Lindbergh n'était pas simplement une célébrité, il était un symbole du triomphe américain, un homme qui avait défié la nature et l'avait vaincu. L'enlèvement de son enfant fut donc bien plus qu'un drame personnel. Ce fut une profanation nationale, une offense existentielle faite à l'idéal du rêve américain. Pour un peuple déjà meurtri par la Grande Dépression, plongé dans l'incertitude, ce crime fut comme un tremblement sous un plancher de stabilité déjà fragile. Il anéantit le mythe de la sécurité, inaugurant une ère où ni la richesse, ni le statut, ni la vertu n'offraient d'immunité face à l'horreur. La réaction du public fut fébrile et acharnée. Les journaux saignaient de gros titres. Les animateurs radio multipliaient les théories et les conversations dans les foyers comme dans les rues tournaient obsessionnellement autour du sort de l'Aiglon. La société, dans son chagrin et sa soif de justice, commença à projeter ses angoisses collectives sur l'affaire. Le procès de Bruno Hauptmann ne portait plus uniquement sur la culpabilité d'un homme. Il s'agissait de restaurer une narration rassurante, de purger la terreur qu'un mal aléatoire, chaotique, ait pu s'introduire dans le sanctuaire d'un héros national pour y éteindre une vie d'enfant. L'après-coup culturel fut durable, les lois furent réécrites, les normes éthiques du journalisme réévaluées, et le langage même du fait divers fut transformé. L'affaire Lindbergh devint un modèle, une empreinte sinistre, pour comprendre comment une société réagit à une tragédie très médiatisée. Par le voyeurisme, la panique morale et le besoin insatiable de trouver un sens, même si cela signifie le fabriquer de toutes pièces. Devant le tribunal de Flemington, la foule débordait sur plusieurs pâtés de maison, entre manteaux de laine, badges de presse et souffles gelés. À l'intérieur, un autre froid régnait, celui de l'attente tendue. L'Amérique ne cherchait pas la vérité, mais une clôture. Dans le box, Bruno Richard Hauptmann, 36 ans, mince, stoïque, ancien soldat allemand devenu charpentier à New York. Son anglais, raide et rare, portait l'accent de l'exil, mais ses silences parlaient de soi plus fort. Pour la presse, une énigme. Pour le public, un monstre. Anna, sa femme, raide dans la galerie, serrait son sac, le visage marqué mais résolu. Elle ne croirait jamais à sa culpabilité. Pas là, pas jamais. Mais la salle avait déjà choisi son camp. L'accusation avait sa parade, écriture liée aux lettres de rançon, bois de l'échelle correspondant à une planche manquante, guichetier l'ayant vu avec des billets marqués, et surtout 14 000 $ cachés dans son garage. L'équation semblait simple. La défense, pourtant, posait une question. Où était le lien direct ? Pas d'empreinte, pas de tissu, aucun témoin. Hauptmann affirma que l'argent appartenait à Isidor Fisch, un ami mort en Allemagne qui lui avait confié un colis. Il ne l'aurait jamais ouvert, mais Fisch était mort, sans preuve. Une histoire de fantôme. Et personne ne croyait aux fantômes. Le jury, grave et rural, écouta Charles Lindbergh à la barre. Sa voix, mesurée mais tranchante, affirma reconnaître celle de Hauptmann comme l'homme de la rançon. À ce moment-là, l'affaire bascula. Le 13 février 1935, après 11 heures de délibération, le jury revint. Le tribunal retint son souffle. Les crayons des journalistes restaient suspendus, figés comme l'air avant une exécution. Coupable, déclara le président du jury. Meurtre au premier degré. La salle explosa. Dehors, on acclama. Partout dans le pays, les cloches sonnèrent. Une nation exhala. Le monstre était capturé.
La justice, croyait-on, avait triomphé. Hauptmann resta impassible. Anna sanglota. Elle s'accrocha aux journalistes, criant que tout était un mensonge, que les véritables coupables étaient encore là, cachés dans la foule. Ses cris furent noyés dans la frénésie. Durant l'année suivante, elle parcourut l'Amérique, suppliant une grâce, criant sa vérité à des oreilles sourdes. Les appels se succédèrent. Des sursis furent accordés. Même certains journalistes commencèrent à douter. Tout cela n'était-il pas trop parfait ? L'affaire suintait l'incertitude. Mais la machine judiciaire ne s'arrête pas. Le 3 avril 1936, Hauptmann fut conduit à la chaise électrique de la prison de Trenton. Il refusa le bandeau. Ses derniers mots : « Je suis absolument innocent du crime dont on m'accuse ». Le levier fut tiré. Les lumières vacillèrent dans toute la prison. Et à cet instant précis, l'affaire Lindbergh devint légende. Mais la justice, comme le deuil, laisse des ombres. Et pour Charles et Anne Lindbergh, ces ombres ne firent que s'allonger. Ils tentèrent de faire leur deuil en silence, mais le monde ne leur en laissa pas le choix. Leur maison devint une prison de souvenirs. Leur gloire, autrefois lumière, pesait désormais comme du plomb. Ils fuirent, en Europe, vers l'anonymat, vers une paix illusoire. Mais même là-bas, la notoriété les poursuivit. En Allemagne, Charles trouva quelque chose de glaçant. L'ordre, la ferveur, l'adoration. Il fut séduit par l'eugénisme, la promesse d'un progrès par la sélection. Il visita des aérodromes, rencontra des officiels, parfois nazis, et parla avec enthousiasme. Il serait plus tard condamné pour cela. Anne, elle, versa son chagrin dans l'écriture. Elle parla de perte, de silence, d'océan, de cieux et du temps brisé par le deuil. Ces journaux révélèrent ce que peu pouvaient comprendre, comment la mort d'un enfant effondre tout. Ils eurent d'autres enfants. Ils revinrent en Amérique. Mais quelque chose en eux resta figé. Le couple doré s'était mué en marbre, froid, distant, tragique. Et au fil des décennies, les théories refirent surface. Hauptmann avait-il été piégé ? Faisait-il partie d'un réseau ? Y avait-il un complice, peut-être à l'intérieur même de la maison ? Des livres parurent. Des documentaires furent diffusés. Mais rien ne changea le passé. Rien ne ramena l'enfant.